Bienvenue dans ce premier numéro de l'IFS Zoom Sur, une série de webinaires développés afin de mettre en avant les innovations, les initiatives des membres de l'IFS. C'est ce que nous allons tenter de faire chaque mois. Ce soir, nous recevons Arnaud Antonat, professeur des écoles à l'IFS depuis maintenant 5 ans et qui a développé une méthode d'apprentissage de la lecture assez innovante. Mais je n'en dis pas plus et laisse Arnaud Antonat vous embarquer dans la grande aventure. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Arnaud Antonat, je suis professeur de CP à l'International French School et je développe depuis 7 ans une méthode de lecture qui s'intitule La Grande Aventure. Cette méthode de lecture est maintenant utilisée dans l'ensemble des classes de CP de Singapour ainsi qu'au lycée de Hong Kong. Alors, comment va se dérouler la conférence de ce soir? Eh bien, dans un premier temps, je vais retracer un petit peu l'historique de la méthode et nous verrons ensemble comment un simple professeur comme moi, en est venu à vouloir créer une méthode de lecture. Et dans un second temps, je vous parlerai des apports des sciences cognitives et je vous montrerai en quoi je me suis inspiré des dernières recherches en neurosciences pour fabriquer la méthode. Alors, cette aventure, elle commence en 2005. J'étais tout jeune professeur à l'époque et on m'avait confié une classe de CP à Argenteuil. Et donc se posait le choix de la méthode. Quelle méthode de lecture j'allais utiliser pour faire apprendre la lecture à mes élèves. Donc, comme vous le savez, il y a deux types de méthodes, deux méthodes différentes, la méthode syllabique et la méthode mixte. Alors, loin de moi l'idée de raviver le débat entre les méthodes syllabiques et les méthodes mixtes, mais je ne me voyais pas faire l'impasse sur ces méthodes-là, car il faut que je vous les illustre pour pouvoir mieux situer la méthode de la grande aventure parmi ces méthodes de lecture. Donc, en tout premier lieu, la méthode syllabique. Donc, la méthode syllabique, c'est la méthode historique de lecture. Elle repose sur la logique. On part de la lettre, on combine les lettres pour former des syllabes. Les syllabes vont former des mots, les mots vont former des phrases, et enfin, les phrases vont former des textes. Donc, on part vraiment de la lettre pour aller jusqu'au texte. Alors pourquoi donc à l'époque, moi en 2005, quand je dis le choix de la méthode, en fait, j'ai pas vraiment eu le choix, puisque en 2005, la quasi-totalité des méthodes de lecture étaient des méthodes mixtes. Les méthodes syllabiques ayant été abandonnées au début des années 1980. Alors, pourquoi a-t-on abandonné les méthodes syllabiques? Eh bien, on leur reprochait de beaucoup travailler le code et de peu travailler la compréhension. Et finalement, on avait des élèves qui étaient de bons décodeurs, mais pas de bons lecteurs, puisqu'ils avaient du mal à accéder au sens. On peut voir là, dans la méthode Baucher qui est là, la phrase « Rémi a patiné, René a imité Rémi ». Donc des phrases qui sont assez peu porteuses de sens. Donc dans les années 80, eh bien, on a voulu mettre davantage l'accent sur la compréhension, et on en est venu à utiliser des méthodes mixtes. Donc moi, en 2005, eh bien, j'ai débuté l'apprentissage de l'apprentissage de la lecture avec mes élèves avec une méthode mixte qui s'appelait Grand Large. Alors les méthodes mixtes utilisent à la fois la syllabique et à la fois la globale. Donc en début d'année, on utilise les méthodes globales, et ensuite, eh bien, on va aller vers les méthodes syllabiques. Alors, en début d'année, voilà le premier texte que j'ai donné à lire à mes élèves. Donc, les élèves n'étaient pas capables de lire ce texte, donc c'est moi qui l'oralisais. Et ensuite, eh bien, je leur faisais apprendre ce texte-là par cœur. Et ensuite, eh bien, les enfants vont jouer avec les mots du texte et pour former de nouvelles phrases, par exemple. Donc, la méthode globale, utilisée en début d'année des méthodes mixtes, eh bien, finalement, font l'inverse des méthodes syllabiques. On part du texte
Et ce texte-là, on va isoler des mots dans ce texte-là. Et ensuite, on va découper les mots pour aller jusqu'aux lettres. Alors, moi, je vous avoue que j'avais un petit peu de mal à utiliser les méthodes mixtes, tout simplement parce que eh bien, je devais être la dernière génération à avoir utilisé syllabique, à avoir appris avec des méthodes syllabiques. Et donc, j'avais un peu de mal à comprendre la logique de début d'année. Ensuite, eh bien, j'ai eu des classes de CE1, CE2 à Argenteuil. Ensuite, j'ai rencontré ma femme, que j'aime tant. Et nous sommes expatriés, nous sommes allés en Égypte. Et en 2010, j'ai à nouveau eu en charge une classe de CP. L'école avait acheté déjà le manuel de lecture, donc là, pareil, je n'ai pas eu le choix. Et c'était aussi un manuel de lecture mixte. Et pareil, cette année-là, j'avais eu un petit peu de mal à rentrer dans ces méthodes-là. En 2013, nous arrivons à Bali. Et à Bali, j'ai une classe de CM2. Puis après, je suis passé au collège et lycée où j'ai été professeur de sciences. Et on m'a ensuite donné l'opportunité de revenir en CP. Moi, j'aime beaucoup les classes de CP. Et j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que j'avais eu un petit goût de... Comment dire ? Je me posais encore beaucoup de questions sur les méthodes de lecture. À Bali, eh bien, la méthode qui était utilisée depuis de nombreuses années et les manuels avaient un petit peu souffert et il était grand temps de changer de méthode. Et du coup, j'en ai profité pour aller voir l'intendant de l'école et lui demander si on pouvait débloquer des fonds pour acheter une nouvelle méthode de lecture. Une méthode de lecture, ça coûte quand même assez cher. Il faut les manuels de lecture, il faut les fichiers d'exercice, les affichages, etc. etc. En 2013, donc, je me pose la question du choix de la méthode. Quelle méthode de lecture choisir ? À ce moment-là, eh bien, il y a encore des méthodes mixtes. Elles sont utilisées encore à 90%, mais les lectures syllabiques refont surface et 10% des professeurs utilisent à ce moment-là les méthodes syllabiques. Du coup, eh bien, avant de choisir entre mixte et syllabique, je vais essayer de voir si des études ont été menées pour comparer les deux méthodes. Je tombe sur de nombreuses études anglo-saxonnes sur le sujet, parce que les anglo-saxons, eux aussi, ont utilisé des méthodes mixtes, et je m'aperçois qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, et maintenant, ils utilisent massivement des méthodes syllabiques, avec des expériences qui montrent que, eh bien, avec les méthodes mixtes, ils ont eu bien pas mal de cas de dyslexie, dysorthographie, etc. Je cherche des études francophones, et je tombe sur deux études. Alors, une première étude menée par un sociologue, M. Jérôme Dovio. Et alors, ce sociologue-là, il a pris des manuels de lecture, il les a classés du manuel le plus global au manuel le plus syllabique, et il a fait passer des tests aux enfants. Et dans les conclusions de son rapport, il note qu'il y a il y a une différence entre les méthodes de lecture et qu'il vaut mieux utiliser des méthodes syllabiques, et qu'il y a des fois jusqu'à 20 points d'écart entre les méthodes syllabiques et les méthodes mixtes. Du coup, ça me conforte, puisque vous l'avez bien compris, j'avais l'intention, moi aussi, de me lancer dans les méthodes syllabiques. Ensuite, eh bien, je tombe sur M. Stanislas Dehaene, un éminent neuroscientifique. Là, on le voit aux 20h, ça doit être sur France 2, Apprendre à lire, la science à trancher. Eh bien, lui, eh bien, il scanne les enfants qui apprennent à lire. Et donc, il regarde ce qui se passe un petit peu dans les cerveaux des apprenants lecteurs. Et voilà ce que nous montre M. Stanislas Dehaene. Donc là, vous avez un schéma, le schéma du cerveau. Alors, ce schéma-là est important puisque dans la seconde partie, quand je parlerai de l'apport des neurosciences, eh bien, je me baserai en partie sur ce schéma-là. Donc, les informations visuelles vont arriver dans le cortex visuel, qui est ici, à l'arrière du cerveau. Et la zone qui s'intéresse au langage, c'est la zone verte qui est là, qu'on appelle le cortex phonémique. Et M. Stanislas Dehaene nous montre qu'il n'y a pas de zone dédiée à la lecture dans le cerveau. En tout cas, quand l'enfant naît, il n'y a pas de zone du cerveau qui est dédiée à ça. Finalement, il nous montre que le cortex visuel va lire les lettres,
Et ensuite, eh bien, donc ce cortex visuel, pardon, il est opérationnel à la naissance. Dès la naissance, l'enfant peut voir. Donc, cette partie-là du cerveau est opérationnelle. Le cortex phonémique, lui aussi, est opérationnel. Les enfants apprennent leur langue maternelle dans le ventre de la maman. Et donc, quand l'enfant naît, pareil, cette zone-là est activée. Par contre, il n'y a pas de zone de la lecture. Et M. Stanislas Dehaene nous montre que, eh bien, il y a une zone ici entre le cortex visuel et le cortex phonémique qu'il appelle la letterbox. Et cette partie-là du cerveau, normalement, sert à la reconnaissance des visages, la reconnaissance des personnes. Or, cette zone-là du cerveau, par plasticité cérébrale, va réagencer ces neurones et va faire le lien entre le cortex visuel et le cortex phonémique. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc vous avez le cortex visuel qui va voir les lettres, la letterbox qui va faire le lien entre le cortex visuel et le cortex phonémique. Et moi, je me suis appuyé sur ces études-là. Je vous le montrerai dans la seconde partie pour créer la méthode de lecture. En tout cas, moi, j'adore les sciences et M. Stanislas Dehaene finit de me convaincre. Nous allons utiliser une méthode syllabique. Alors, à Bali, c'est beau, Bali, on peut faire du surf, c'est magnifique, mais il n'y a pas de librairie française spécialisée dans les manuels scolaires. Donc, je ne pouvais pas regarder les manuels de lecture et faire mon choix. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur des sites, des forums de professeurs. Et j'ai essayé de voir ce que conseillaient les blogueuses. Et sur plusieurs sites, j'ai vu que les blogueuses conseillaient d'utiliser une méthode syllabique révolutionnaire qui s'appelait Taoki. Du coup, j'ai commandé la méthode Taoki, donc les manuels, les fichiers, les affiches. J'avais la totale et j'ai commencé donc l'apprentissage de la lecture avec mes élèves, avec la méthode Taoki. Taoki, c'est un petit dragon, le petit dragon que vous voyez là. Et donc, me voilà avec le fichier de lecture et j'étais rassuré puisque finalement, ça me paraissait extrêmement plus logique que les méthodes mixtes. Vous voyez, on a ici les lettres. Les lettres, on va les combiner pour former des syllabes. Donc, on va s'entraîner à lire des syllabes. Ensuite, on va lire des mots. Puis, on va lire des phrases. Et enfin, on va terminer par une lecture de texte. Donc, tout ça me rassurait bien. Donc, je commence ma séance, je demande aux enfants de lire les syllabes, fa, fé, faux, etc. Très bien, bravo les enfants. Maintenant, on passe à la lecture de mots. Une fée, très bien, un fils, la folie, le raffut. Alors, le raffut, je leur explique un petit peu ce que c'est que le raffut, parce que voilà, j'ai des enfants balinés, souvent ils sont issus de familles mixtes, et ils n'ont pas forcément ces mots de vocabulaire-là en tête. Donc, je leur explique le raffut, quand on fait du bruit. Bon, très bien. Fort, très bien. Une furie, pareil, je leur explique ce qu'est une furie. Férié, les jours où on ne va pas à l'école, les jours fériés. Affalé, un peu plus compliqué à expliquer, mais je leur explique ce que veut dire affalé. Un fossé. Et ensuite, on passe à la lecture de phrases. La fée est affalée sur le sofa. Alors, les enfants arrivent à lire la phrase, mais ils ne la comprennent pas. Et là encore, comme pour les mots, ils vont me demander des explications. Qu'est-ce que ça veut dire, maître? La fée, on sait ce que c'est, mais affalée et sofa, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? J'explique la phrase, et on passe à la phrase suivante. Le rat a filé avec le phare. Alors, je vous avoue que cette phrase-là, elle me posait quelques difficultés. Je me suis dit, le rat a filé avec le phare. Donc déjà, le rat a filé. Déjà, les enfants ne comprenaient pas très bien ce qu'il avait fait, le rat. Et donc, a filé avec le phare. Et là, je me suis dit, ce n'est pas le phare qui fait de la lumière, sinon ça serait avec un P et un H quand même, je suis professeur. Bon. Est-ce que c'est le phare à paupières? Non, parce que normalement, il y a un D à la fin, mais alors le phare... Et c'est là que je me suis dit, ah oui, le phare breton. Alors désolé pour les Bretons qui écoutent la conférence, mais ça ne m'est pas venu à l'esprit tout de suite, celui-là. Et donc, je me suis dit, moi, en tant qu'adulte, lecteur expert, j'ai déjà du mal à comprendre les phrases que je fais lire à mes élèves. Mes élèves, n'en parlons pas, ils avaient beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils lisaient. Alors la phrase, elle est intéressante pour le décodage, puisque R et A, on voit que ça fait ra, et que A et R, qui sont les mêmes lettres, j'en sais différemment, vont faire le son ar. Et donc la position des lettres dans les mots sont extrêmement importantes quand on lit. Mais finalement, on travaille le décodage et peu la compréhension. Ensuite, j'ai continué la leçon avec les enfants. Le fils est en folie.
Alors, je ne sais pas pour vous, mais alors le fils est en folie. Ben, moi, j'avais déjà du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Alors, de là à l'expliquer à mes élèves, ben, c'était un petit peu compliqué. Puis on est passé à la lecture du texte. Taoki s'est lié avec le fil, il est affolé, mais il est fort, il s'en sort, c'est la folie. Voilà. Et là, j'ai commencé à me poser des questions quand même sur la méthode que j'avais achetée, que j'avais fait acheter à l'école, et je me suis dit que je m'étais peut-être trompé et que la méthode, finalement, elle ne me convenait pas tant que ça. Je vous montre un autre exemple que j'avais utilisé dans la méthode. Donc la lecture de mots, hein, la rue, très bien, le salut, parfait. Là, sous le doigt, il est marqué une suée. Bon, alors, ce n'est pas un mot qu'on utilise très souvent, alors c'est un mot qui est facile à lire, donc les enfants, les élèves le lisaient. Mais ils me demandaient à chaque fois, mais maître, qu'est-ce que ça veut dire, une suée? Ah, c'est quand on transpire beaucoup, on sue, c'est une suée. Un élu. Maître, qu'est-ce que ça veut dire, un élu? Ah, un élu, alors vous voyez, le temps file, hein, parce que bon, là, après, il y a la phase de lecture, mais après, il y a la phase d'exercice et tout ça. Et puis moi, je voyais le temps filer. Et si je devais à chaque fois leur expliquer tous les mots, c'était un petit peu compliqué, surtout ces mots-là, qui ne sont pas vraiment utiles pour des enfants de 6 ans. Et donc, un élu, moi, je leur explique ce que c'est qu'un élu, quelqu'un qui a voilà, gagné un vote, qui a été élu, qui a gagné une élection. Une ruée. Bon, normalement, je leur explique quand même ce que c'est. Assurer, après, ils me demandent. Alors, moi, je me demande, voilà, assurer, qu'est-ce que c'est? Les assurances, j'ai assuré ou je suis assuré. Bon. Et à un moment, je dis aux enfants, écoutez, c'est pas grave si on ne comprend pas tous les mots qu'on lit. Le but, ça va être de décoder, de lire. Mais si on ne comprend pas, c'est pas trop grave. De toute façon, il faut que l'on passe, quoi, puisque le temps file. Et là, il y a quand même une petite voix dans ma tête qui me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de leur raconter? Tu ne peux pas dire à tes élèves que la lecture, c'est juste voilà, oraliser des mots sans les comprendre. Ce n'est pas possible, ça. Donc là, j'étais bien embêté, vous comprenez, puisque j'étais arrivé finalement dans une impasse. Les études, que ce soit les sociologues ou que ce soit les neuroscientifiques, me disent, eh bien, écoute, utilise des méthodes syllabiques, les méthodes mixtes, ça mène à la dyslexie, à la dysorthographie, voilà, privilégie des méthodes syllabiques. Et finalement, la quintessence des méthodes syllabiques, les méthodes syllabiques qui sont plébiscitées par les autres professeurs, amènent finalement dans une impasse. Et à ce moment-là, je réalise qu'effectivement, les méthodes syllabiques ont assez peu évolué depuis 30 ans, puisqu'on leur reprochait de travailler le code au détriment du sens et de la compréhension. Et finalement, donc, on reprend des méthodes qui ont peu évolué sur ce point-là. Donc, bien, la méthode Taoki, je n'allais pas l'abandonner quand même, parce que bon, sinon j'aurais dû rendre des comptes à l'école, parce que quand même j'avais fait acheter cette méthode-là. Et le vendredi, on faisait un petit rituel avec les élèves. J'écrivais une phrase un peu rigolote au tableau. Et les enfants devaient lire la phrase et la dessiner sur leur ardoise. Et ça leur plaisait énormément. Alors là, pour le coup, ils étaient motivés, ils avaient des étoiles dans les yeux, et on passait un bon moment tous ensemble. Ils étaient extrêmement actifs. Et c'est là que je me suis dit que j'allais un petit peu modifier la méthode Taoki en l'enrichissant avec des exercices de mon cru. Et chemin faisant, finalement, j'ai de moins en moins utilisé les exercices de la méthode et de plus en plus utilisé les exercices que je faisais avec mes élèves. Tant et si bien que l'année suivante, finalement, j'ai abandonné la méthode et je me suis vraiment lancé sur ma propre méthode. Alors voilà, la grande aventure était née. Le but de la grande aventure, c'est de vraiment travailler le décodage et la compréhension à part égale. Donc en avant vers la méthode de lecture. Voilà la couverture, la grande aventure. Eh bien, il a bien fallu que je parte d'un point de départ. Et donc je me suis dit, je vais utiliser les méthodes syllabiques, puisque ce sont les méthodes qu'il faut utiliser, mais je vais devoir retracer tout le chemin depuis le départ pour savoir où, à un moment, la méthode syllabique a pris la mauvaise direction, et moi, j'ai essayé de corriger le tir. Et donc, je me pose tout simplement la question, la lecture, bien, qu'est-ce que c'est? Et donc, pour moi, la lecture, voilà, je suis arrivé à ce schéma-là, schéma de lecture, et c'est ce schéma-là qui a servi de fondation, de socle, pour créer la méthode de lecture. Alors, eh bien, la lecture, c'est
c'est passer d'une phrase écrite et transformer cette phrase en image mentale. Donc le départ de la lecture, c'est la phrase écrite. L'arrivée, c'est l'image mentale que l'on se fait de la phrase. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, une phrase écrite, donc le robot a une jupe. Eh bien, pour pouvoir lire cette phrase-là, il va me falloir des compétences de décodage, ce qui est énormément travaillé avec les méthodes syllabiques. Donc pour lire la phrase, il faut que je reconnaisse les lettres. Il faut que je connaisse les lettres, il faut que je connaisse le son que font les lettres, il faut que j'arrive à combiner ces sons, il faut que j'arrive à lire suffisamment vite pour accéder au sens. Et grâce à ces compétences-là, je vais transformer ma phrase écrite en phrase orale. J'ai transformé les lettres en sons. Et la deuxième partie, c'est est-ce que je vais comprendre la phrase orale que j'ai dans la tête? Est-ce que je suis capable de transformer cette phrase-là en image mentale? Alors, je me suis amusé à vous mettre quelques exemples, parce que là, nous, on est tellement bons lecteurs que finalement, eh bien, dès qu'on voit cette phrase-là, ça fait des images mentales, ça évoque plein de choses. Et donc, j'ai souvent fait ça pour créer la méthode. Je me suis mis à la place d'un enfant de 6 ans qui ne sait pas lire et qui va devoir être confronté à des choses dont il n'a pas l'habitude. Donc voilà le premier exemple. Donc là, vous êtes un élève de CP et je vous demande de dessiner la phrase qui est écrite. Donc là, vous êtes bloqué. Enfin, en tout cas, moi, je suis bloqué. Bien tout simplement parce que je n'arrive pas à reconnaître les lettres qui composent la phrase. Donc, je ne peux pas accéder à l'oralisation de la phrase et donc au sens de la phrase. Exemple numéro 2, donc là, on a bien vu qu'il fallait reconnaître les lettres et ensuite, eh bien, qu'il fallait savoir bien, le son que faisaient les lettres. Exemple numéro 2, donc là, déjà, je reconnais les lettres, ouf, je vais pouvoir peut-être lire la phrase. Donc, O pirata esta na lua, ou lua. Donc là, c'est un petit clin d'œil à un collègue qui aime bien le Portugal. Et donc, c'est une phrase écrite en portugais. Je ne parle pas le portugais, mais j'arrive quand même à l'oraliser, cette phrase. O pirata esta na lua. Voilà. Donc, finalement, j'ai décodé la phrase. Mais est-ce que on peut dire que je suis lecteur? Est-ce que vraiment j'arrive à la compréhension de cette phrase-là? Eh bien, pas vraiment. Donc là, on voit que c'est important de reconnaître les lettres, de connaître le son de chaque lettre, mais il va me falloir aussi du vocabulaire. Cependant, cette phrase-là, je peux quand même peut-être essayer de la comprendre. Alors, oh, je ne sais pas trop, mais pirata, ça me fait penser à pirate. Esta, eh ben, ça doit être le verbe être. Donc, le pirate est, hein, c'est déjà pas mal, hein, j'ai déjà dire la moitié de la phrase. Na et loi, je ne sais pas. Donc, je suis quand même un petit peu bloqué. Mais alors, je vous montre cette phrase-là parce que eh bien, j'ai quand même réussi à au moins lire la moitié de la phrase, et ce, parce que le mot qui est là, pirate, eh bien, il est transparent entre le français et le portugais. Eh bien, moi, quand j'ai créé la grande aventure, j'ai utilisé des mots qui sont, pareil, transparents entre le français et l'anglais. Et il y en a. Le pirate, le robot, le rat, la tomate. Et donc, les enfants, finalement, qui sont anglophones, eh bien, peuvent quand même arriver à lire des phrases. Ils ont un petit accès au sens, en tout cas, même s'ils n'ont pas un accès complet. Et donc, ça les aide bien. Donc, il faut arriver à trouver des mots simples à lire, faciles à se représenter et à fabriquer en image mentale, et en même temps transparents entre le français et l'anglais. Ça n'a pas été une mince affaire, mais j'ai réussi. Enfin, exemple numéro 3, le robot a une jupe. Alors, ici, il y a quand même aussi une grande part de compréhension, puisque pour certains enfants, vous voyez, ils vont lire le début de la phrase, le robot, et eux, peut-être que dans leur imaginaire, dans leur image, ils vont avoir un transformer ou un Goldorak, un robot de guerre. Et ensuite, eh bien, ils vont lire la suite de la phrase, donc le robot a une jupe. Ah, alors, est-ce qu'ils vont mettre une jupe à un Goldorak, ou est-ce qu'ils vont modifier leur première représentation pour faire un robot peut-être plus féminin qui pourrait avoir une jupe? Donc ça, ce sont des compétences essentielles en lecture. Arriver à modifier ces représentations initiales et à les modifier en fonction des informations qui viennent. Et ça, c'est jamais travaillé dans les méthodes de lecture. Donc c'est quelque chose, une compétence qui me semble essentielle
et que je voulais absolument travailler dans la méthode. Donc là, on voit qu'on est sur une méthode syllabique, mais qui vraiment travaille sur la compréhension, sur le sens. Je réfléchis juste. Oui, là, par exemple, l'intérêt aussi de fonctionner avec ce type d'exercice, c'est que les enfants, là, eh bien, leur objectif, ça va être de dessiner la phrase. Ça ne va pas être forcément de lire la phrase, mais la lecture, on va dire, est un moyen d'atteindre l'objectif. Donc pour eux, l'objectif, là, ce n'est pas la lecture, c'est le dessin. Et il y a certains enfants qui vont se retrouver bloqués dans la lecture et qui vont donc lever la main pour demander de l'aide au professeur. Et donc là, moi, j'en ai certains qui m'ont demandé, qui m'ont dit « Ah, maître, je suis embêté, je n'arrive pas à faire le dessin, je ne comprends pas la phrase. » Alors là, je m'assois à côté d'eux, je leur demande « Alors, dis-moi, est-ce que tu arrives à lire la première lettre ?» « Ah oui, la première lettre, je la connais, c'est un L, avec le, ça fait le, pas de problème, le, je sais, c'est très bien. » Mais c'est la suite de la phrase que je n'arrive pas à lire. Donc, je leur demande de me lire la phrase. Le rodo a une jupe. Alors, une jupe, je sais ce que c'est, mais un rodo, je ne sais pas. Et donc là, moi, j'ai le temps bien de les aider et de leur dire, mais écoute, voilà, regarde bien cette lettre-là, tu vois. Tu as confondu cette lettre-là avec une autre lettre qui lui ressemble énormément. C'est une lettre miroir. Et est-ce que tu peux regarder sur la frise que j'ai affichée au mur? Est-ce que tu vois avec quelle lettre tu as pu confondre cette lettre-là? Ah oui, le B et le D. C'est exactement ça, voilà. Tu penses, toi, tu as lu qu'avec un D. Est-ce que tu peux maintenant lire cette phrase-là avec un B? Ah, mais le robot, mais oui, bien sûr. Donc là, ils ont des étoiles dans les yeux. Ça y est, ils sont arrivés à la compréhension. Et donc, ils sont tout contents. Et moi, je passe pour le maître gentil qui est là pour les aider, qui débloque la situation finalement. Donc voilà pour le schéma de lecture. Hop là. Donc une séance de lecture, à quoi ça ressemble? Eh bien, il y a la leçon. Alors là, c'est une leçon extrêmement classique, hein, dire une leçon qu'on aurait pu trouver dans les méthodes Boscher. On va s'intéresser à une lettre en particulier. On va combiner cette lettre-là avec des syllabes pour former, avec des voyelles pardon, pour former des syllabes, vo, v, vu. Ensuite, eh bien, on va lire des mots. Ensuite, on va lire des phrases. Et les enfants vont s'entraîner avec ce petit exercice-là que j'appelle la lecture fusée. Le but, ça va être d'automatiser la lecture des syllabes. Donc les enfants doivent lire le tableau de syllabes le plus rapidement possible, et ils vont se chronométrer. Et donc le but, là, ça va être d'automatiser la lecture de syllabes et donc d'accéder à une lecture qui est plus fluide. L'écriture, comment travaille-t-on l'écriture? Eh bien, au quotidien, il va y avoir des dictées de syllabes. Finalement, demander à un enfant de lire la syllabe ra et lui demander d'écrire la syllabe ra, ça va être des compétences qui sont très similaires. Finalement, les compétences de décodage et les compétences d'encodage, c'est-à-dire d'écriture des sons, ce sont des compétences qui sont extrêmement complémentaires. Donc, on va travailler l'écriture et la lecture dans le même temps. Je vais ensuite demander aux enfants d'écrire les mots qui sont dessinés ici. Là, on voit effectivement domino, tomate, pirate, des mots encore qui vont aider nos élèves anglophones à pouvoir faire l'exercice. Là, pareil, un enfant qui arrive à écrire le mot malade, eh bien, il va devoir décomposer le mot en syllabes, ma, la, de, et ensuite, il va devoir écrire chaque syllabe. Ma, comment je fais pour écrire ma? Ah ben, il me faut le son m et le son a. Voilà. Donc finalement, travailler l'écriture, ça va aider aussi à travailler la lecture. Et enfin, la lecture. Donc, je demande à chaque fois aux enfants de lire des phrases et d'en faire le dessin. Alors, je m'arrête un petit peu sur cet exercice-là, puisque c'est vraiment la colonne vertébrale de la méthode. Faut s'imaginer, imaginez-vous à l'époque où vous avez appris à lire. Donc, comment se passaient les séances de lecture? Généralement, vous aviez des phrases à lire et on lisait les phrases de façon collective. Et le maître interrogeait les enfants. Allez, Marie, j'aimerais bien que tu me lises la première phrase, s'il te plaît. Donc, les enfants devaient avoir le doigt sous le premier mot. Et Marie, qui est interrogée, va lire la première phrase. Ensuite, le professeur va passer à demander à chaque élève de lire une phrase. Mais finalement, on l'a tous, je pense, un petit peu vécu, ça. Les enfants sont interrogés qu'une fois sur 24.
s'il y a 24 élèves dans la classe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, eh bien, imaginez-vous jouer au Monopoly avec 24 joueurs. Forcément, il y a un petit peu d'impatience, on s'ennuie un petit peu. Donc, au mieux, on rêve et au pire, on bavarde, on perturbe un peu la classe. Donc, le professeur interroge les enfants et forcément, au bout du 4e ou 5e enfant, eh bien, les enfants, ils n'ont pas forcément très bien suivi, ils n'ont plus le doigt là où il faut. Et donc, le maître s'énerve un petit peu, dit « Mais allez, je vous demande de mettre le doigt sous les mots. Allez, il faut suivre. Là, par exemple, je t'ai interrogé, Pierre, tu ne sais pas où on en est dans le texte. Donc, le maître doit se lever, doit remontrer à l'élève où on en est. Ça crée une espèce de tension dans la classe. Les bons élèves, finalement, ils n'apprennent pas grand-chose, puisque ils savent déjà plus ou moins lire. Les élèves qui sont les plus en difficulté, eh bien, décrochent un petit peu. Et quand ils sont, alors ils prient pour ne pas être interrogés. J'aimerais pas que mon prénom arrive. Et quand ils sont interrogés, finalement, ils sont sous le feu de la rampe, quoi, sous les projecteurs. Et ils sont un petit peu stressés. Généralement, le maître veut les aider, donc il essaye du mieux qu'il le peut, il aide les élèves en difficulté. L'élève, il perd un peu ses moyens, il panique un petit peu. Le professeur, il sait qu'il a à peu près un laps de temps de 10 secondes pour aider l'élève, puisqu'il est en relation duale avec l'élève à ce moment-là et qu'il est en train de perdre sa classe. Donc déjà que les enfants commencent à se disperser un petit peu, et bien là, waouh, il y a 10 secondes pour aider l'élève. Du coup, l'élève le sent, il y a un petit peu de stress, ça fait monter tout ça. Et du coup, on a des séances de lecture un peu stressantes, un peu anxiogènes pour les enfants, et où est le plaisir de lire dans tout ça? Donc là, dans la grande aventure, eh bien non, les séances de lecture ne se font absolument pas comme ça, puisque je distribue les phrases aux élèves, et eux, leur objectif, ça va être de dessiner les phrases. Donc déjà, eux, ils sont dans le plaisir de lire, ils sont très contents de faire un petit peu, de jouer à Champollion, ils ont les hiéroglyphes, et puis ils vont devoir les transformer en images. Les enfants, eh bien, il y a un silence incroyable dans la classe. Les enfants sont tous à leur tâche, sont tous occupés, de l'élève le plus performant, l'élève qui a le plus de mal. Et le maître n'est pas là pour juger. Tiens, toi, tu sais lire, toi, tu ne sais pas lire, toi, tu n'avais pas le doigt là où il fallait. Mais le maître est là pour justement aider. L'objectif de l'enfant est de dessiner la phrase, et s'il n'y arrive pas, heureusement, il peut faire appel au maître qui va débloquer la situation. Et l'aide, elle est précise, elle est chirurgicale. Ben là, on a vu, c'est sur la lettre. La lettre qui a été confondue avec une autre lettre. Et donc là, le maître, là, il peut assez facilement et de façon très logique démêler ce qui ne va pas et aider les enfants. Et tout le monde trouve son compte. Et en plus, on peut valider la compréhension très facilement. Avant, comment on faisait avec les autres méthodes de lecture, avec les méthodes même actuelles, mais comment on fait pour valider la compréhension? Eh bien, généralement, on fait venir les élèves au bureau, un par un, on leur demande de lire des phrases, et pour s'assurer s'ils ont bien compris la phrase et qu'ils n'ont pas simplement décodé, on leur pose des questions. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'elle veut dire, la phrase? Est-ce que tu as bien compris? Mais vous imaginez que faire venir les élèves un par un au bureau, ça prend énormément de temps. Mais alors, on fait quoi des autres élèves? Bien, généralement, on les occupe avec une autre activité. Et donc, ce type d'évaluation de la lecture ne peut se faire qu'une fois de temps en temps, une fois par mois. Alors que là, dans la grande aventure, on teste la compréhension au quotidien. Moi, je passe dans les rangs et je regarde les dessins. Et donc, les enfants, vous allez me dire, oui, mais alors comment ils font s'ils ne savent pas bien dessiner? Parce que moi, mon enfant, par exemple, il a 6 ans, dessiner une sirène et une tortue, ça va être compliqué. Ben, moi, je passe et puis je vais voir un dessin, je vais dire, ah, dis donc, qu'est-ce que tu as dessiné là? C'est un chat? Et tu l'as dessiné sur un tapis? Ah, il me regarde un peu consterné. Mais non, pas du tout, maître. Ça, c'est une sirène et ça, c'est une tortue. Ok. Donc, toi, tu sais lire. Cet élève-là, s'il a dessiné, pour lui, il a dessiné une sirène et une tortue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est passé des lettres au son, à la phrase orale, et de la phrase à l'image mentale. Et ensuite, il m'en a fait le dessin. Donc, c'est parfait. Moi, je passe dans les rangs. C'est extrêmement rapide. Je peux de suite voir qui a compris, qui est bloqué, etc., etc. Si le dessin ne ressemble pas à la phrase, par exemple, là, ce matin, il devait lire le mot plante et me dessiner donc une plante. Et il y en a certains qui m'ont dessiné une planète. Voilà. Et donc, je peux de suite voir quel a été le souci dans la lecture. Voilà. Et donc, débloquer, effectivement, débloquer cela.
Donc voilà pour la lecture. Alors, les principes fondateurs de la méthode. Eh bien, les mots, déjà, doivent tous être aisément décodables. Donc là, existent les méthodes globales et mixtes. Tous les mots que je propose aux enfants comportent des sons que l'on a déjà vus précédemment. Il n'y a pas de lecture devinette. Les mots employés sont simples et sont faciles à associer à des images mentales. Donc là, pareil, on enlève tout ce qui est rué, sué, assuré, élu. Voilà, tout ça, c'est simple à lire, mais on ne comprend pas, on ne peut pas fabriquer ça en image mentale, donc tout ça, j'ai enlevé. Donc, j'ai mis des mots du genre robot, pirate, tomate, des mots assez simples, et des mots aussi transparents avec l'anglais, en tout cas autant que je pouvais le faire. La compréhension est validée par le dessin que l'enfant produit, et donc on évalue finalement la bonne compréhension au quotidien. Les textes de lecture sont passionnants et traitent de thèmes chers aux enfants. Donc là, parmi les textes, eh bien, il y a Le trésor de l'île du crâne, l'histoire d'un enfant qui va partir à la recherche d'un trésor enterré par des pirates. Et alors là, je vous assure que les enfants, quand on leur fait lire ce texte-là, donc j'essaie de mettre le plus de suspense possible, eh bien, quand je distribue la suite de l'histoire, les enfants m'arrachent pratiquement le texte des mains. Donc ça, généralement, c'est un bon signe quand on apprend la lecture aux enfants. Donc l'essentiel, vous imaginez, les enfants, ça leur demande beaucoup d'énergie de pouvoir lire. Donc si c'est pour leur faire lire des textes qu'ils n'aiment pas, eh ben là, on les perd un petit peu. Quand même, l'objectif ultime, c'est le plaisir de lire. Le rythme d'apprentissage des sons est rapide. Et oui, parce que si on veut leur donner des textes sympas à lire, eh bien, et si on veut en plus que le principe de déchiffrabilité, c'est-à-dire que tous les mots soient aisément décodables, eh bien, il faut qu'on ait suffisamment de sons pour y arriver. Et si on veut leur donner des textes sympas à lire le plus tôt possible, eh bien, il faut que l'étude d'apprentissage des sons, que le rythme d'apprentissage des sons soit rapide. Et donc, hop, voilà la courbe d'apprentissage des sons. Donc ici, vous avez l'apprentissage des sons dans une méthode mixte ou syllabique. Comment les éditeurs ont fait cette courbe-là? C'est assez simple. Ils ont pris les 36 sons que comporte notre langue et ils ont découpé ces sons en périodes. Et donc, ils ont réparti ces sons de façon homogène et linéaire dans l'année. Voilà. Alors que dans la méthode de la grande aventure, eh bien, on voit énormément de sons durant les 2 premières périodes et on verra moins de sons en fin d'année. Évidemment, on voit le même nombre de sons que dans les autres méthodes, mais vous voyez que la courbe est à une toute autre allure. Alors, quel intérêt de faire ça? Eh bien, un texte, pour qu'un texte soit sympa à lire, il faut qu'il comporte suffisamment de sons. Il faut qu'on ait suffisamment de mots, voilà, avec des sons différents pour composer notre texte. Imaginons, mais alors ça c'est complètement arbitraire, hein, ça c'est moi qui l'ai fait ce schéma-là, donc c'est assez arbitraire. Imaginons qu'il nous faille à peu près 30 sons pour qu'un texte puisse être agréable à lire pour des enfants. Eh bien voilà, moi je vais pouvoir donner ces textes-là, sympas à lire, en décembre, avec la méthode. Et c'est ce que l'on fait. Alors qu'on s'aperçoit que dans les autres méthodes, on va plutôt attendre fin avril. Donc voilà, on va attendre plutôt la fin de l'année. Mais alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour apprendre autant de sons en début d'année de CP? Et donc, eh bien, hop, on peut le faire grâce à ce que nous apportent les sciences cognitives. Et donc, deuxième partie de la conférence, comment améliorer l'apprentissage des sons en s'appuyant sur les découvertes des neurosciences. Explication. Donc là, vous avez, dans le jargon pédagogique de la lecture, ce qu'on appelle des digrammes, on va dire des voyelles complexes. Et donc ces voyelles-là, elles sont très présentes dans notre langue, et on va dire qu'un enfant qui maîtrise bien ces digrammes, ces voyelles-là, eh bien, va pouvoir avoir un accès assez facile à la lecture. Comment on va faire pour que ces enfants maîtrisent bien ces digrammes? Eh bien, voilà ce que j'ai fait. En premier, j'ai transformé les lettres, je les ai transformées en personnages. Alors pourquoi je les ai transformées en personnages? Eh bien là, il faut se rappeler un petit peu du schéma du cerveau de M. Stanislas Dehaene, qui nous disait que la letterbox, c'est-à-dire la zone du cerveau qui fait le lien entre la zone du cerveau dédiée à la vision et la zone du cerveau dédiée au langage,
Cette zone-là, avant, elle était spécialisée dans la reconnaissance des personnes et des visages. Donc, du coup, eh bien, moi, j'ai transformé les lettres en personnages pour aider les enfants à faire ce lien. Ensuite, je leur raconte une histoire, parce que les enfants adorent les histoires. On aime tous les histoires. Donc là, mon histoire, moi, c'est un concours de chant. On va imaginer la Star Academy, ou je sais pas, The Voice, enfin, bref. Et donc, les lettres participent à un concours de chant. Les lettres doivent inventer un nouveau son et se déguiser. Alors, le O et le I vont monter sur scène et vont inventer un nouveau son. Elles vont inventer le son Wa. Le O et le I se déguisent en roi et I va mettre une énorme couronne sur la tête. Le public est impressionné, les spectateurs crient « Waouh !» Et on aboutit donc à ce poster. Et donc là, les enfants, eh bien, ils ont écouté l'histoire, ça dure quelques minutes, et pour eux, ben voilà, ils vont s'imprégner de cette histoire-là, et pour eux, le O et le I, ça va être vraiment voilà, le roi. J'ai inventé des histoires pour chaque digramme. Donc là, vous avez le on de cochon, le an de maman, le ou de loup. Ici, c'est le o, voilà les différentes façons de faire le o. Le but, c'est que le poster soit le plus proche possible de l'écriture. Donc là, on voit bien que le O est au départ, que le N est après le O. Donc j'ai essayé de les transformer dans un animal qui avait le son que je voulais étudier. Mais alors, comment ça marche? Eh bien là, on va imaginer qu'il y a un cerveau, le cerveau d'un enfant. Ici, on a le cortex visuel, et c'est par là que vont arriver donc les lettres, le O et le I. Et on veut que l'enfant associe le O et le I au son wa, c'est-à-dire que là, on a le cortex phonémique, les sons, et on veut arriver à faire le lien. On veut qu'il y ait des connexions entre les neurones qui partent de là et qui aillent jusque là. Eh bien voilà, comment ça marche? Le O et le I vont être transformés en personnages. Donc là, moi, je leur parle d'une histoire qui se passe au pays des lettres. L'O et le I donc, vont monter sur scène, et le I va mettre une couronne sur sa tête. Or, la couronne, ça fait penser au roi. Et dans le mot roi, on entend le son wa. Et donc, on arrive au son wa. Quand je leur raconte l'histoire, eh bien, avec les enfants, on va la théâtraliser, cette histoire-là. Donc, eux, ils vont faire le public. Moi, je leur montre que je mets une énorme couronne sur la tête et les enfants, ils font wa, comme ça. Donc, on joint le geste à la parole et on wa, wa, on va faire le son comme ça. Alors, ça paraît très enfantin, mais ça va vraiment aider les enfants à mémoriser que le O et le I, ça fait wa. Alors, les enfants qui ont une mémoire visuelle, eux, eh bien, vont se baser sur la petite couronne qu'on met sur le I. Et eux, cette couronne-là, voilà, c'est visuel, ça leur fait penser au roi et donc au son roi. Il y en a d'autres qui ont plutôt une mémoire auditive, et eux, donc, ils vont plutôt faire le geste, vont faire waouh. On va aussi faire du théâtre en classe. Donc, il y a deux enfants qui vont faire le O, il y en a un qui va faire le O, l'autre qui va faire le I. Et donc, pareil, ça va les marquer de façon émotionnelle. Et donc là, on va faire travailler la mémoire interpersonnelle, la mémoire intrapersonnelle. Et donc, finalement, on va étayer notre message. Et c'est très important d'étayer le message en utilisant, vous voyez, des choses un peu affectives avec les enfants. Il y a quelques années, le lycée de Singapour avait fait venir Sébastien Martinez, qui est le champion de France de mémoire. Alors, vous savez, vous ne savez peut-être pas, il y a des championnats du monde de mémoire. Et donc, il y a des gens qui se lancent des concours. Ils vont essayer d'apprendre le plus de mots possible, ils vont apprendre à placer le plus de prénoms sur des visages. Et ils ont des techniques pour ça. Et donc, moi, je me suis inspiré de ces techniques-là, de ces mémotechniques, pour aussi faire la méthode. Et voilà ce que nous disent les spécialistes de la mémoire. Ils nous disent que pour mémoriser, nous devons créer des liens avec une mémoire que nous avons déjà. Donc là, dans la mémoire, on a déjà le roi, la couronne, le théâtre, etc. Et on va essayer de créer des associations chargées d'émotions. Si on a fait rigoler les enfants, ou si on leur a fait peur, etc., ça, la nuit, finalement, le cerveau va mémoriser tout ça. Et donc, la nuit, ils vont mémoriser que O et I, ça fait wa, tout simplement. Donc voilà comment ça marche. Tout simplement.
Donc voilà, moi j'ai créé eh bien, pour chaque digramme, j'ai créé une petite histoire et j'ai créé tout cet étayage. Alors tout l'étayage que vous voyez là, cet étayage-là, en fonction des enfants, va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis petit à petit, cet étayage-là, ils ne vont plus en avoir besoin. Et dès qu'ils vont voir le O et le I, ça sera le OUA, parce que ça fait le son OUA, parce qu'ils ont fait des lectures fusées, et parce qu'on a renforcé finalement la chaîne des neurones et la chaîne de l'information. Mais pour la créer, cette chaîne d'information, eh bien, on s'est aidé de l'étayage. Voilà. Alors la grande aventure, eh bien, la grande aventure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a des histoires. Moi, j'ai écrit des histoires pour les enfants. J'ai écrit 5 histoires au total. Donc ici, vous voyez, par exemple, le trésor de l'île du Crâne. Il y a des leçons, je vous en ai déjà parlé. Il y a des leçons de grammaire, d'orthographe. Ici, on voit un petit robot qu'on appelle le robot nom, et il a 2 drapeaux, le ne et le pas, et c'est à cause de lui que les phrases vont être transformées en phrases négatives. Pardon. Il y a les fichiers d'exercice. Au total, il y a 5 fichiers, un fichier par période dans l'année. Chaque fichier fait à peu près 75 pages, donc on arrive à quoi? Un peu plus de 300 pages d'exercice. Avec des exercices assez variés qui font travailler la lecture, l'écriture, etc., l'orthographe, la grammaire. Il y a le guide du maître. Alors le guide du maître, eh bien, il est utilisé par les professeurs pour mener à bien leur séance. Donc là, par exemple, je dis, voilà, demandez aux enfants, donc là on est sur la séance sur le yin, demandez aux enfants de trouver des mots en yin, par exemple chien, mien, vient, rien, magicien, écrire les mots au tableau, et ensuite demander aux enfants comment s'écrit le son yin, donc on va souligner le son yin dans les mots qu'ils nous ont donnés. J'explique aux professeurs donc, comment se déroule la séance. Ensuite, je montre quelles syllabes il va falloir dicter lors de la dictée de syllabes, etc. Oups, là. Petite fausse manip. Voilà. Il y a un fichier de différenciation. Donc certains exercices sont différenciés. Donc les élèves, par exemple, ici, je vais leur demander d'écrire le mot poupée. Mais peut-être qu'il y a des élèves qui vont être bloqués, d'autant que je ne leur donne pas les syllabes pour écrire poupée. Eh bien, s'ils ont besoin d'aide, ils vont demander au professeur de l'aide et le professeur va leur donner une petite bande de papier. Et l'enfant va pouvoir coller la bande de papier ici. Sur la bande de papier, il y a les syllabes de tous les mots. Les syllabes sont mélangées. Mais il va pouvoir s'aider de cette petite aide-là pour réaliser l'exercice. Ici, c'est pareil. S'il a besoin d'aide, il va pouvoir coller sa petite feuille d'aide. Voilà. Après le fichier de différenciation, il y a aussi... Alors voilà, je n'ai pas écrit que des textes d'aventure. Il y a aussi des textes, par exemple des recettes de cuisine. Donc là, la recette de cuisine pour cuisiner une galette pour la couronne des rois. Il y a des documentaires. Là, je vous avais parlé de l'histoire des pirates, le trésor de l'île du Crâne. Bien dans cette histoire-là, il y a un moment, il y a une marée basse. C'est pour ça que le petit garçon va pouvoir accéder à une grotte secrète dans laquelle il va trouver une bouteille avec une carte. Et bien ensuite, suite au texte, on va étudier le littoral, on va étudier la marée basse, etc. Donc les enfants vont aussi apprendre à lire à partir de documentaires. Écoutez, les textes que j'ai écrits, j'ai essayé de les rendre les plus passionnants possibles. Le but, c'est que les parents aient aussi envie d'avoir la suite de l'histoire. Et donc, quand les enfants rentrent le soir, c'est les parents qui disent « Ah, vite, vite, on va faire les devoirs. J'ai envie que tu me lises la suite de l'histoire. Alors, est-ce que Eric a trouvé la clé qui ouvre le coffre? Raconte-moi. » Et donc, les enfants se font un malin plaisir de lire l'histoire à leurs parents. Les parents sont motivés par cette histoire-là. Et du coup, finalement, on essaie de passer un bon moment. Alors, les devoirs, c'est des fois un petit peu difficile, mais en tout cas, voilà, j'essaie de faire en sorte que les devoirs soient quand même un bon moment passé en famille. Et l'enfant est extrêmement fier de faire la lecture à ses parents. En tout cas, la lecture d'une histoire que les parents aussi affectionnent. Alors les résultats, eh bien, voilà les quelques résultats sur les méthodes de lecture. Alors ces résultats sont à prendre vraiment avec des pincettes. C'est un graphique que j'ai réalisé avec des échantillons d'élèves, pas forcément extrêmement représentatifs. Ici, vous avez l'affluence, c'est-à-dire le nombre de mots lus par minute par un enfant de CP en fin de CP.
Donc là, vous avez le nombre de mots lus par minute. Ici, j'ai trouvé une moyenne de fluence mesurée en France. Ça a été mesuré en 2014 dans le rapport Lire et écrire de M. Guagou. Et ça a été fait à partir d'un échantillon de 2500 élèves de CP. Et donc en 2014, en fin d'année, les élèves arrivaient à une lecture moyenne de 39 mots par minute. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le ministre nous demande d'arriver à un objectif de 50 mots par minute minimum pour les élèves en fin de CP. Pourquoi 50 mots minute? Tout simplement parce que c'est la vitesse de lecture à partir de laquelle on accède à une vraie compréhension. Si on lit trop lentement, on n'arrive pas à une assez bonne compréhension. Donc voilà, l'objectif de fin de CP, c'est que votre enfant arrive au-dessus de 50 mots minute. L'objectif de CE1, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 70 mots minute. Il faut que l'enfant arrive au moins à 70 mots minute. Et donc, ça, c'est l'affluence qui a été mesurée sur les classes du lycée de Singapour. Et on arrive à une moyenne de 92 mots minute. Donc, quand même des bons résultats. Et évidemment, on n'a pas exactement, on a une population qui est assez privilégiée. Donc, on ne peut pas expliquer l'écart entre les deux juste par la méthode miracle. Mais bon, j'imagine quand même que la méthode a peut-être eu je l'espère, quelques effets qui pourraient expliquer cette différence entre les deux schémas. J'en viens à la dernière diapositive. Donc là, je vais faire un petit peu comme aux Oscars, je vais dire merci. Donc, je vais d'abord remercier ma famille, mes enfants, ma femme que j'adore. Je les remercie tout simplement parce que le papa, il a passé beaucoup de temps derrière l'ordinateur pendant les vacances pour justement créer les exercices, écrire les textes, etc., etc. Et des fois, j'étais un petit peu absent. Je remercie mes collègues qui m'ont fait confiance, puisque la méthode, là, on l'a fait sur les 13 classes maintenant de CP. Des collègues qui me font des retours extrêmement riches et qui m'aident justement à enrichir la méthode. Donc finalement, voilà, nous sommes à 13, vraiment à avoir un regard acéré sur ce qui se passe. Je remercie aussi la direction du lycée, voilà, que ce soit monsieur le proviseur, monsieur Soulard, mais les directrices, madame Kantaoui et madame Kudlikowski, qui, pareil, qui m'ont fait confiance, hein, qui m'ont autorisé à utiliser cette méthode-là au sein du lycée. Je remercie les parents qui m'ont soutenu en m'envoyant des mails, et ça fait toujours extrêmement plaisir de recevoir des mails qui nous encouragent, qui disent « Ah, merci beaucoup pour votre méthode, c'est super, mon enfant prend du plaisir à lire. » Finalement, tout ça, ça me nourrit énormément. Et surtout les enfants, évidemment. C'est grâce à eux, c'est eux qui m'ont toujours donné l'énergie de me dépasser et de mettre tout mon cœur à l'ouvrage. Voir des étoiles dans les yeux des enfants qui apprennent à lire, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, je vous remercie, vous, de m'avoir écouté jusqu'au bout, tout simplement parce que j'ai déjà épuisé le potentiel, le capital écoute de ma femme, de mes proches, de ma famille, de mes amis, de mes collègues, etc. Je fais mon petit speech à mes parents d'élèves en début d'année, mais c'est toujours agréable, vous savez, quand on est passionné, d'avoir des gens qui vous écoutent. Et donc voilà, ça sera le mot de la fin. Donc merci à tous. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation passionnante. Donc on va passer aux questions. Alors je vais prendre celle du chat puisqu'on en a eu et on en a encore pas mal qui arrivent, c'est super. Alors la première question de Madame Watine, alors c'est plus sur Prési. Elle voulait savoir si c'était un logiciel qui était utilisé dans les classes, je suppose, avec les élèves. Alors non, j'utilise assez peu le Prési pour faire mes présentations en classe. Non, je vais surtout utiliser pour vous présenter la méthode. Alors, deuxième question de Madame Mendorf-Bouvier qui demande s'il est possible d'utiliser la méthode hors du cadre de l'IFS. Alors pour l'instant, la méthode, donc je la développe depuis 7 ans. Là maintenant, elle est dans un stade où on va dire qu'elle a fait ses preuves. Elle marche bien cette méthode et maintenant je vais essayer de l'éditer. Donc là, je suis en contact avec un illustrateur qui est en train de faire les dessins de la méthode
Et puis, j'ai bon espoir pour qu'à la rentrée prochaine, on ait vraiment voilà, les manuels. Et, voilà. Ensuite, une question de Madame Bayeux qui demande combien de temps vous avez mis à développer la méthode La Grande Aventure. Alors, en année, ça fait 7 ans, mais voilà, en heures, on va dire plusieurs milliers d'heures, je pense. Ouais. J'ai passé beaucoup de vacances, la plupart de mes vacances et de mes week-ends. Ça m'a demandé beaucoup de temps. Mais on va dire que c'est une passion. Voilà, ça m'a pris. Et puis, du coup, comme tous les passionnés, j'ai pas compté les heures. Et toujours dans Madame Bayeux, elle demande depuis combien de temps la méthode est en place à l'IFS. Alors, la méthode, eh bien, moi, j'ai commencé à mettre en place la méthode à Bali, comme je vous l'ai expliqué. Quand je suis arrivé au lycée, j'étais en grande section. Et finalement, je suis arrivé en CP il y a 3 ans. Quand je suis arrivé, eh bien, il y a 2 collègues qui m'ont suivi sur la méthode. Donc, on était 4 classes au total à faire la méthode. L'année suivante, eh bien, on était une dizaine de collègues à faire la méthode. Et maintenant, donc, cette année, on est l'ensemble des classes de CP, c'est-à-dire 13 classes. Et il y a aussi les classes de CP de Hong Kong. Voilà. Alors, une question de Monsieur Le Gall qui demande s'il est prévu d'éditer des livres d'histoire autour de la méthode de manière à les proposer aux enfants à la maison. Alors, comme je disais, pour l'instant, je suis en train voilà, de voir comment éditer la méthode. Donc, pour l'instant, non, les lectures ne sont pas disponibles dans le commerce. Alors, je continue sur le chat, voir s'il y a d'autres questions. Est-ce que la méthode marche sur des enfants susceptibles d'avoir de la dyslexie? Alors, est-ce que la méthode marche pour les enfants dyslexiques? Écoutez, moi, ce que j'en sais pour les enfants dyslexiques, c'est que je pense qu'on a les années précédentes diagnostiqué beaucoup d'enfants dyslexiques, et je pense que ça venait plus de la méthode qui était employée que finalement d'un trouble de l'apprentissage chez l'enfant. Après, effectivement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enfants dyslexiques, évidemment, il y en a. Moi, je n'ai pas fait de mesures, je n'ai pas d'études là-dessus. Après, la méthode syllabique, c'est une méthode qui repose vraiment sur la logique. Donc, je dirais que c'est vraiment une méthode qui rassure énormément, surtout les enfants qui peuvent être en difficulté au niveau de la lecture. Beaucoup plus que les méthodes qui partent d'un départ global. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pensez-vous que la méthode puisse être utilisée facilement en France? Alors oui, tout à fait, oui, c'est une méthode qui a été créée pour un public francophone, que j'ai un peu adapté pour le public que l'on a ici à Singapour ou que j'avais à Bali. Mais effectivement, c'est une méthode qui marcherait extrêmement bien en France. Et j'espère qu'elle marchera bien en France, je croise les doigts. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'on peut remplacer l'image dans la phrase compréhension par la traduction est-ce qu'on peut remplacer l'image dans la phrase compréhension par la traduction dans une langue que l'enfant maîtrise mieux que le français? Alors après, donc est-ce qu'on pourrait traduire la méthode finalement? Bien, traduire la méthode, c'est toujours un petit peu délicat, c'est-à-dire qu'on peut arriver à faire un pont entre les langues, en tout cas en début d'année, avec les mots transparents. Ensuite, eh bien, les langues, elles ont souvent une spécificité un peu particulière. On m'avait déjà posé la question du est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut transposer la grande aventure et en faire une méthode de lecture en anglais, par exemple. Je dirais qu'il y a de grands principes qu'on peut reprendre, comme par exemple voilà, ce que j'ai pris, par exemple, ce que j'ai utilisé des neurosciences, mais on ne peut pas tout prendre non plus. On ne pourrait pas juste mettre la méthode dans un logiciel de traduction et prendre la méthode telle qu'elle, puisque les langues, elles ont quand même leur spécificité.
Alors, une question de Monsieur Edwards qui demande si tu as constaté de la fatigue ou de la résistance, notamment par rapport au dessin, de la part des élèves. C'est-à-dire de la fatigue, ça serait de la lassitude? De la Oui. fatigue, oui. Oui. Effectivement, les exercices en début d'année sont assez répétitifs. Le but, c'est justement que l'enfant puisse vraiment se concentrer sur l'objectif de l'exercice. Il y a beaucoup de méthodes, disons, qui varient énormément les types d'exercices. Et il y a des enfants qui ne réussissent pas bien scolairement, tout simplement parce qu'on varie trop souvent les exercices et les consignes. Donc là, le but, c'est de rassurer les enfants. Mais du coup, eh bien, effectivement, des fois, il y a un côté un petit peu répétitif. Mais la méthode est construite de telle façon que petit à petit, on va arriver à des textes de plus en plus riches et donc avec des exercices de plus en plus différents et variés. Donc en début d'année, c'est un peu répétitif pour rassurer les enfants, parce qu'on est vraiment en début d'année. Et ensuite, plus on avance dans l'année, plus la méthode va être, les exercices vont être variés et riches. Est-ce qu'on a encore des questions sur le chat ou des personnes qui souhaitent prendre la parole? Je pense qu'on est bon. Eh bien, encore merci Arnaud de nous avoir présenté ta méthode. C'était vraiment passionnant. Ah, je crois qu'on a une dernière question. Non, c'est des félicitations. Je te laisserai les découvrir sur le chat. Donc, avant de nous quitter, je voudrais juste vous faire un petit zoom sur nos prochains événements. Donc, le mardi 10 novembre, donc nous aurons un 4e épisode des Idées changent le monde. Sébastien Bonazon-Richard recevra Christiane Taubira pour la sortie de son livre Grand Ballon. Le jeudi 12 novembre, un autre épisode des Idées changent le monde avec cette fois Christine Ockrent. Donc, je vous rappelle, elle parlera de son livre La guerre des récits. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le détail sur nos événements et les liens de connexion et d'inscription sur notre site internet www.ifs.edu.sg. Et enfin, n'oubliez pas le festival Voilà France Singapour Festival, édition 2020, qui a commencé la semaine dernière et qui se poursuivra jusqu'au 22 novembre. Et toujours dans le cadre de Voilà, le festival du film français qui commencera le 6 novembre. Voilà, et toutes les informations sur le festival sont disponibles sur www.voila.sg. Merci encore d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée et à bientôt.